Il y a des silences qui parlent plus fort que tous les bruits du monde. Le silence d'une forêt millénaire, par exemple, quand vous vous tenez là, sous la canopée, et que la lumière danse en fragments sur la mousse. Vous pouvez presque sentir le pouls de la terre. Chaque feuille, chaque brindille, chaque racine enfouie dans l'humus semble participer à une seule et lente respiration. Une harmonie si profonde qu'elle se passe de son. Et puis, il y a le bourdonnement d'une grande ville, un son tout autre, fait de 1000 vies qui s'empressent, de conversations qui se perdent et de moteurs qui grondent. Pourtant, si vous écoutez avec une autre oreille, vous pouvez percevoir, sous le chaos apparent, un organisme unique et vibrant, un immense cœur battant, dont chaque habitant est une cellule, chaque rue une artère, tissant ensemble la tapisserie complexe d'une conscience collective. Dans la forêt, comme dans la ville, un fil invisible semble tout relier. À travers les âges, par-delà les cultures et les océans, des femmes et des hommes ont partagé cette même et profonde intuition. Des penseurs, au regard tourné vers les étoiles. Des poètes, dont le cœur était accordé au rythme des saisons. Des mystiques, qui percevaient l'esprit dans la pierre. Tous ont senti que le monde lui-même est vivant, qu'il n'est pas une scène inerte, sur laquelle se joue le drame de nos existences, mais qu'il en est l'acteur principal. Ils ont compris qu'une âme immense et subtile anime la matière, relie l'océan à la montagne, l'insecte à la galaxie, et vous à moi. Cette intuition porte un nom ancien, qui roule sur la langue comme un galet poli par les siècles. Anima mundi. L'expression latine pour dire, avec une simplicité désarmante, l'âme du monde. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas d'adhérer à une croyance, mais d'emprunter, pour un instant, une nouvelle lentille pour regarder le monde. Une lentille qui pourrait bien changer votre perception de chaque arbre, de chaque nuage, et même de votre propre souffle. Je vous invite à un voyage qui nous mènera des jardins de la philosophie antique au laboratoire de la science moderne, en faisant escale dans le cœur vibrant de la poésie. Ensemble, nous allons tendre l'oreille pour tenter de percevoir le murmure discret de l'âme du monde. Pour trouver la source de ce fleuve immense, qu'est l'idée de l'âme du monde, je vous invite à remonter le temps avec moi. Il nous faut retourner sur la terre sèche et lumineuse de la Grèce antique et nous asseoir un instant à l'ombre des oliviers d'Athènes. Là, un homme du nom de Platon, en regardant le balai silencieux des étoiles, a posé les premiers mots sur cette intuition vertigineuse. Dans son grand dialogue, le Timée, il nous partage une vision d'une beauté saisissante. Platon vous dirait que le monde que nous habitons n'est pas le fruit d'un accident, ni le résultat d'un chaos aveugle. Il est une création. Une œuvre d'art vivante, façonnée par un artisan divin, un grand architecte qui, avec une intelligence et un amour infini, a mis de l'ordre dans la matière. Et pour que ce corps immense ne soit pas une simple marionnette de pierre et d'eau, pour qu'il ne soit pas un automate sans but, l'artisan lui a insufflé une âme rationnelle et parfaite, tissée à partir des mêmes essences que les étoiles. Cette âme n'est pas cachée dans un recoin de l'univers, elle est l'univers lui-même, l'enveloppant et le pénétrant tout entier. C'est elle, ce principe d'ordre et d'harmonie, qui guide la course parfaite des planètes. C'est elle qui assure que le printemps suivra toujours l'hiver. C'est elle
qui est la logique sublime derrière la géométrie d'un flocon de neige. Pour le comprendre, je vous invite à imaginer un musicien virtuose assis devant son instrument. Cet instrument est vaste comme le cosmos. Le musicien ne se contente pas de jouer des notes au hasard en créant une cacophonie. Non, son âme est remplie d'une mélodie, d'une symphonie qu'il est le seul à entendre. Et chaque geste qu'il fait, chaque note qu'il produit, n'est qu'une expression de cette harmonie intérieure. L'âme du monde, pour Platon, c'est cela. C'est la mélodie silencieuse qui donne son sens à l'orchestre des étoiles. C'est la pensée musicale du grand artisan qui continue de vibrer à travers toute la création. Ainsi, à son origine, cette idée n'est pas une fuite dans le mysticisme, mais une affirmation puissante de l'intelligence et de la beauté. C'est une réponse au désordre apparent, une main tendue à l'esprit humain qui cherche sa place. C'était une manière de dire, au cœur de chacun, vous n'êtes pas perdu dans un chaos sans but. Vous habitez une pensée, vous êtes une note dans une symphonie éternelle. Après avoir contemplé l'harmonie parfaite des étoiles avec Platon, le voyage de notre idée nous ramène sur la Terre. Les siècles ont passé, et nous voici au cœur de la Renaissance, une époque d'éveil où des esprits ardents, alchimistes et philosophes de la nature, ont décidé de lire le grand livre du monde, non plus seulement avec les yeux de la raison, mais avec ceux du cœur. Pour ces explorateurs de l'invisible, l'âme du monde n'était plus cette intelligence lointaine et céleste qui ordonnait le cosmos. Elle était descendue. Elle était devenue un souffle chaud et présent en toutes choses. Ce n'était plus seulement l'esprit qui ordonnait le monde d'en haut, c'était le souffle qui le faisait vivre de l'intérieur. Il la sentait dans le scintillement d'un cristal de roche, dans la sève qui monte au printemps le long d'un tronc d'arbre, dans le métal qui dort sous la terre en rêvant de devenir or. Pour eux, chaque parcelle de l'univers était vivante, animée par cette force immanente, cette vitalité qui rend toute transformation possible. La matière n'était plus une chose inerte, mais une promesse endormie. Pour que vous puissiez ressentir cela, imaginez avec moi un herboriste du XVIe siècle. Il marche dans la forêt, non pas comme un maître qui vient prendre, mais comme un élève qui vient apprendre. Il ne se contente pas de nommer et de classer les plantes, il les observe, il les écoute. Son regard s'arrête sur une feuille modeste, dont la forme épouse parfaitement celle d'un cœur humain. Pour l'esprit de son temps, ce n'est pas une coïncidence, c'est une signature, c'est un message. Dans cette simple forme, il perçoit un langage silencieux. Il comprend que cette plante détient un secret pour apaiser les peines du cœur. La nature lui parle. L'âme du monde, dans son infinie sagesse, a laissé une trace, un indice de sa bienveillance, gravé dans la forme même de sa création, pour guider la main de celui qui sait voir. C'est un dialogue direct, intime, entre l'homme et le monde vivant. Vous le voyez, l'âme du monde a quitté le firmament pour devenir habiter la terre. Elle n'est plus seulement dans la musique des sphères, elle est dans le parfum d'une fleur et la solidité d'un rocher. Elle devient cette force magique, cette étincelle de vie qui palpite au cœur même de la matière, attendant d'être reconnue. Le monde devenait une machine, une horloge immense et parfaite, certes, mais sans âme. Avec la fumée des usines qui montait vers le ciel, le cœur des hommes commençait à oublier le chant de la terre, assourdi par le grincement des rouages. C'est dans ce monde qui se désenchantait que des voix se sont élevées. Pas celles des savants ou des prêtres, mais celles des poètes
et des peintres. Ces artistes du mouvement romantique ont senti que quelque chose de vital était en train de se perdre. Ils ont donc tourné le dos au vacarme des cités pour chercher à nouveau le visage du monde dans la nature. Pour eux, un paysage n'était jamais un simple décor, posé là pour le plaisir des yeux. C'était une présence, une entité vivante, avec ses humeurs, ses joies et ses mélancolies. Une forêt sombre pouvait être l'expression d'une profonde tristesse, un lever de soleil sur l'océan, un cri de joie pure. Je vous invite à faire cette promenade solitaire avec eux, dans la majesté silencieuse des montagnes. Là-haut, le vent qui siffle entre les roches n'est plus seulement un déplacement d'air, c'est un murmure qui semble porter une histoire ancienne, un secret que la pierre a gardé pour vous. La lumière qui perce les nuages pour venir toucher votre visage n'est plus un simple phénomène optique, elle est un regard qui se pose sur vous, un regard bienveillant et infini. Dans cet instant, vous n'êtes plus un observateur extérieur regardant un tableau. Vous êtes dans une conversation sans mots, où la montagne vous parle de permanence et où le nuage qui passe vous parle de changement. C'est cela, l'expérience romantique de la nature. C'est ressentir le monde, non comme un objet à posséder, mais comme un interlocuteur silencieux. C'est une rencontre intime et sensible avec l'âme du monde. Ainsi, le chemin pour l'apercevoir a changé. Il ne passe plus par la froide raison des philosophes, ni par les formules secrètes des alchimistes. Il passe désormais par l'intuition, par l'émotion pure, par la contemplation d'une beauté qui vous coupe le souffle et vous rappelle que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous. Le voyage de notre intuition aurait pu s'arrêter sur les cimes romantiques, dans le frisson d'une poésie. On aurait pu croire que le monde des machines avait définitivement enterré celui de l'âme. Mais il a trouvé un écho inattendu, non pas dans un poème ou une prière, mais dans le langage rigoureux de la science. Au cœur du XXe siècle, alors que pour la première fois, l'humanité pouvait voir sa planète depuis le silence de l'espace, deux scientifiques, James Lovelock et Lynn Margulis, ont regardé cette sphère bleue et fragile, et ont vu ce que les anciens avaient seulement pu sentir. Ils ont donné un nouveau nom à une sagesse ancienne, Gaïa. Leur idée est d'une simplicité et d'une profondeur bouleversante. Ils nous ont montré que la Terre, avec ses océans, son air et tout le tissu du vivant, n'est pas une collection d'éléments séparés. Elles forment un seul corps, immense et vivant, un système complexe, qui agit comme un organisme unique pour maintenir, de lui-même, les conditions favorables à sa propre vie. La vie n'est donc pas une passagère sur un vaisseau de pierre inerte. La vie est le pilote. La vie est l'architecte de sa propre demeure. Pour que vous le compreniez, je vous demande de ne pas lever les yeux vers les étoiles, mais de les baisser vers l'océan. Imaginez le plancton, ces créatures microscopiques qui dérivent par milliards dans les eaux du globe. Si humbles, si éphémères, et pourtant, dans leur respiration, ces êtres minuscules exhalent une substance qui, en montant dans l'atmosphère, devient la graine même autour de laquelle se forment les nuages. Et ces nuages, ce voile protecteur tissé par le plancton, renvoie la chaleur du soleil vers l'espace, rafraîchissant la planète entière. Le souffle de l'infiniment petit tisse le bouclier de l'infiniment grand. C'est cela, Gaïa, un thermostat planétaire dont chaque être vivant, même le plus modeste,
est un rouage essentiel. Ainsi, la science contemporaine, avec ses outils et ses mesures, ne vient pas contredire le poète. Elle vient lui donner raison. Elle nous offre un nouveau langage, de nouveaux yeux, pour voir ce que nous sentions déjà. Notre monde fonctionne bien comme un organisme unique, où chaque partie est liée au tout, dans une danse d'interdépendance, d'une stupéfiante beauté. Notre voyage commun touche à sa fin. Ensemble, nous avons marché sur bien des sentiers. Avec les philosophes, nous avons cherché l'âme du monde dans l'harmonie silencieuse des astres. Avec les mystiques, nous l'avons senti palpiter au cœur de la pierre et dans la sève des plantes. Dans le souffle des poètes, nous l'avons entendu chanter dans le vent et se refléter dans la lumière d'un lac. Et enfin, avec les yeux de la science, nous l'avons vu se dessiner dans la danse intelligente de la vie elle-même. Ces visions ne sont pas des histoires qui s'opposent. Elles sont comme des fenêtres différentes, ouvertes dans la même maison, et qui toutes donnent sur le même jardin infini. Celui de la profonde et mystérieuse interconnexion de toutes choses. Mais une fois ce voyage achevé, je sais que la question qui demeure en vous, que faire de cette intuition? Je vous dirai ceci. Adopter ce regard, ne serait-ce qu'un seul instant, transforme votre relation au monde. L'arbre devant votre fenêtre cesse d'être une simple réserve de bois. Il redevient ce qu'il a toujours été, un poumon du monde qui respire avec vous. La rivière que vous longez n'est plus seulement une ressource hydrique, elle redevient le sang de la terre qui nourrit la vie. Et vous n'êtes plus un étranger de passage, un visiteur sur cette planète. Vous êtes une cellule de ce corps immense, un fil dans cette tapisserie vivante. Alors, prendre soin de la forêt n'est plus un devoir moral que l'on s'impose. C'est un geste de soin envers soi-même. Protéger la pureté de l'eau, c'est veiller sur sa propre santé, car on ne peut blesser une partie du grand corps sans que le corps entier n'en ressente la douleur. L'âme du monde, voyez-vous, n'est peut-être pas une vérité à prouver et à inscrire dans le marbre. C'est une relation à cultiver, une amitié silencieuse avec le réel. C'est une invitation à écouter, plus attentivement que jamais, le murmure du monde, qui est aussi le murmure de votre propre vie. Pour avoir partagé ce silence et ce voyage introspectif avec moi, je vous remercie du fond du cœur. Merci pour votre écoute.